Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, place au sommaire et notre question du jour, comment doser les écrans de nos enfants? Selon une étude Ipsos, nos enfants passent plus de temps sur les écrans qu'avant la crise sanitaire. Faut-il s'en inquiéter? Comment faire pour limiter l'accès à l'ordinateur ou le smartphone sans les priver? On en parle avec nos invités en plateau. En deuxième partie d'émission, on s'intéressera à Monsieur Beer, un ours créé par Virginie Aracil. C'est devenu le héros de plusieurs abécédaires pour enfants. Sa créatrice sera avec nous pour en parler. On partira également au Royaume-Uni avec Michael Dorian qui nous racontera qu'une école qui portait le nom de J.K. Rowling, la créatrice d'Harry Potter, a dû être renommée. Cette école, ce sera à découvrir tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est l'actu en bref. Aujourd'hui, journée mondiale pour un Internet plus sûr. Jean-Michel Blanquer était en déplacement à Prony. L'occasion de venir soutenir le lancement de l'application 3018 en présence aussi du secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, Adrien Taquet. Cette application, nouveau point d'entrée pour signaler toute situation de cyberharcèlement afin d'assurer une prise en charge rapide et globale des victimes, avait été annoncée en novembre dernier par le président de la République pour que, je cite, la honte change de camp. Jean-Michel Blanquer, donc sur tous les fronts, décidément, le ministre avait aussi rendez-vous ce mardi avec les syndicats d'enseignants. C'est le début d'une semaine de négociations avec les acteurs de l'éducation pour discuter d'un possible allègement du protocole sanitaire à l'école. Et parmi les pistes envisagées, la suppression du port du masque ou encore la fin des attestations sur l'honneur. Ce sera l'objet de la question du jour tout à l'heure. Restez avec nous car une étude sur la consommation numérique de nos enfants a été publiée hier, lundi. Une étude réalisée par l'Institut Ipsos qui nous apprend que plus de la moitié des enfants, 53%, déclarent avoir augmenté leur consommation d'écran depuis le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Selon Olivier Gérard de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, les parents ont trouvé dans les outils numériques des usages positifs pour des raisons d'organisation de la vie familiale. Et pour surveiller la consommation numérique de leurs enfants, certains parents n'hésitent pas à utiliser des logiciels espions. 41% des parents déclarent avoir déjà eu recours à cette méthode. Ça fait 2 parents sur 5. Une mauvaise idée selon le psychiatre Serge Tisseron. Interrogé sur Europe 1, il déconseille aux parents d'utiliser ce type de logiciels qui sont, je cite, un frein au dialogue parent-enfant. On l'écoute. Le problème des logiciels espions, c'est que les enfants finissent toujours par s'en douter à un moment ou à un autre. Ils font tout pour brouiller les pistes, pour que leurs parents s'y perdent. Leur enfant apprend à devenir sournois, cachotier. Et si la confiance entre parents et enfants est altérée dans le domaine de la consommation des écrans, il faut bien comprendre qu'elle va être altérée aussi dans beaucoup d'autres domaines. Et il m'est arrivé une fois de recevoir des parents qui avaient trouvé que leur enfant fréquentait des sites homosexuels. Mais comment voulez-vous que ces parents ils peuvent aborder le sujet avec leur enfant? Dire qu'ils avaient espionné leur enfant, c'était pas possible. Donc le logiciel espion, c'est une tentation dont il faut se garder. Ça crée beaucoup plus de problèmes que ce que ça. Très compliqué ce sujet en effet. Il n'y a pas que les enfants qui se bagarrent à la récré, il y a aussi les parents qui se bagarrent. Oui, une scène d'une rare violence survenue à la sortie d'une école de Villeurbanne. Une mère de famille s'en est prise à d'autres mères d'élèves venus récupérer leurs enfants. Menaces et insultes dans un premier temps, puis la jeune femme en est venue aux mains. Tirage de cheveux, bousculade, doigts dans les yeux, bref, la totale. Une institutrice et un ATSEM ont également été pris pour cible. La jeune femme a été interpellée, a reconnu les faits et sera jugée le 13 avril prochain. Voilà, c'est un joli modèle pour nos enfants. Faites pas ça à la sortie de l'école de vos enfants. Ah non, jamais. Non, les chiens ne font pas des chats, nous on est extrêmement respectueux. Dans le monde, des parents d'élèves adressent une lettre ouverte au président de la République. Plus qu'un parole, c'est un cri de colère, un cri d'épuisement, un cri d'au secours. Ces mots, ce sont ceux des parents élus d'une école parisienne de l'éducation prioritaire. Ils dénoncent la dégradation inacceptable de l'éducation de leurs enfants, de leurs conditions de vie et leur épuisement en tant que parents, pointant du doigt une école qui, je cite, ne veut pas voir les difficultés d'apprentissage des élèves, notamment liées au port du masque. Merci Michael pour ces actus. Et la question du jour, on va en débattre tout de suite, en parler avec nos invités. Comment doser les écrans de nos enfants? On a une étude Ipsos qui vient de sortir. Les enfants passent plus de temps sur les écrans qu'avant la crise sanitaire. On en parle tout de suite. Pour en parler, j'accueille Charlotte Van den Driesch. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes chercheuse à l'ENS. Également Sarah Bahadouri, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien aussi?
Tout à fait. Merci, vous êtes pédopsychiatre aussi, vous avez écrit un rapport sur l'utilisation des écrans, ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Et puis Laurence Ligier qui est avec nous en plateau. Merci Laurence d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, vous êtes fondatrice et directrice de Caméléon qui vient en aide aux petites filles, aux petites et jeunes filles victimes de violences sexuelles aux Philippines, où a été créée la Fondation Caméléon, et aussi évidemment en France. Et c'est très intéressant pour moi de pouvoir discuter avec vous trois. Je vous présente Mickaël Dorian aussi, qui est journaliste sur l'émission du Grand JT L'éducation. On a une étude, Ipsos, qui a été réalisée avec l'Observatoire de la parentalité et d'éducation numérique. Le temps passé par nos enfants sur les écrans a augmenté depuis le début de la crise sanitaire. Ce n'est pas extrêmement étonnant. 53% des enfants sondés disent y passer plus de temps. Donc, jusque-là, on le sait. On a tous passé plus de temps chez nous ces derniers mois. Malheureusement, heureusement, ça dépend des points de vue. Mais le chiffre qui m'a frappé, c'est celui-là. Selon les parents, 43% des 0-2 ans, je dis bien 0-2 ans, on ne parle pas des 15-18 ans, 0-2 ans utilisent Internet et 26% regardent des vidéos de courte durée. Donc on parle effectivement, on alerte sur les écrans, on dit qu'il faut faire effectivement un usage modéré, mais aujourd'hui les enfants naissent avec un smartphone, c'est indéniable, Laurence. Ligier. Ils naissent, les parents leur mettent dans les mains. Donc ça, c'est un autre problème aussi. À la base, eux, ils n'ont pas besoin de ça, surtout entre 0 et 2 ans, même 3 ans, même plus. Et bien justement, on va parler de l'alerte qu'on doit faire, en tout cas, de ce dialogue qu'on doit avoir avec les parents pour les alerter sur les dangers. Le CSA préconise d'éviter les écrans avant 3 ans. Franchement, est-ce que c'est possible, Charlotte Van Hendrich? Est-ce qu'on peut le faire, ça? C'est réalisable? Alors, je ne sais pas du tout parce que déjà, moi, je n'ai pas d'enfant, donc je peux pas, je n'ai pas d'expertise là-dessus, mais j'ai envie de dire, dans un monde où les écrans sont omniprésents, je pense que ça ne doit pas être évident de ne pas le faire. Vous, Sarah Badouri, qu'est-ce que vous en pensez de justement l'utilisation des écrans? Je suis désolée, je n'ai pas entendu la dernière phrase de Charlotte. Oui, on a des petits problèmes de connexion, mais on va y arriver. C'est ça les nouvelles technologies, c'est génial parce qu'on peut se parler de loin, mais en même temps, il faut pouvoir s'entendre, effectivement. Non, écoutez, en fait, justement, Charlotte Van Hendrich, je disais qu'elle n'avait pas d'enfants, mais en fait, comme vous êtes tous les deux pédopsychiatres, donc vous travaillez avec des enfants, j'imagine que vous avez forcément des retours par rapport aux enfants et surtout par rapport aux parents. Le CSA préconise d'éviter les écrans avant de 3 ans. On se demande juste, alors, Sarah, est-ce que c'est réalisable, ça? C'est 3, 6, 9, 12 qui sont des règles un peu d'usage et de bon sens, mais qui ne reposent pas sur des évaluations scientifiques. De nos jours, c'est un peu difficile d'éviter l'utilisation des écrans, surtout que pour les parents, des fois, ça peut être dans les vies un peu compliquées où ils sont souvent pressés, on leur demande beaucoup de choses contradictoires. Ça peut être un petit peu une solution de facilité. Alors, effectivement, moi, je ne comprends pas comment mécaniquement un enfant de 1 an et demi, 2 ans, je veux dire, entre le moment où il apprend à marcher et le moment où il apprend à parler, a besoin de naviguer sur Internet. Mais de leur montrer des contenus visuels quand c'est accompagné par le parent sur des durées courtes et finalement que quelque part c'est un peu une activité comme lire un petit bouquin ou voilà, et on peut discuter de ça et ce sont des contenus qui sont on va dire stimulants, avec du vocabulaire, avec des émotions, avec des situations sociales et qui sont parlées. Bien sûr. C'est pas choquant. On va y venir justement à toutes les applications qui sont ingénieuses et qui permettent justement l'évolution de l'enfant et de le faire grandir intelligemment. Pour l'heure, ce qui m'intéresse déjà, c'est de faire un constat clair de la dangerosité, si elle existe, des écrans ou pas, et l'utilisation, évidemment, des écrans et donc des réseaux. Autre préconisation? Oui. Ce qui a été un peu démontré, c'est que ce qui peut être délétère, c'est la quantité et le contenu. Par exemple, de regarder des Teletubbies, ça fait perdre 10 mots
en moyenne aux enfants, alors que de regarder Dora l'exploratrice, ça leur en fait gagner 13. Yes. Vous voyez, selon le contenu je qu'on en l'ai. fait, Ma fille regarde Dora. l'objet diffère. Alors, par contre, les écrans, d'être devant un écran, ça ne rend pas idiot, ça ne rend pas schizophrène, ça ne rend pas autiste. Ça, c'est un petit peu des extrapolations et des abus de raisonnement. Mais voilà, mais d'une manière générale, un enfant de 1 an, 2 ans, il a besoin de jouer, manipuler, courir, voilà. Nickel. Je vous entendais dire tout à l'heure qu'un enfant ne naissait pas avec un smartphone dans les mains, bien évidemment, que ce sont les parents qui leur mettent à disposition. Mais comment est-ce qu'on explique que les enfants soient aussi attirés en fait par les écrans? Moi, j'ai un petit garçon qui a 11 mois, ça fait... Pour le moment, je ne l'ai encore jamais mis devant des écrans volontairement, mais il a une attirance constante vers les smartphones. Oui, reproduction du geste, en fait. Il voit ses parents le faire, c'est ça, Laurence? C'est ça, en fait, les enfants. Enfin, moi, je ne suis pas psychiatre, mais j'ai l'habitude de travailler avec des enfants depuis plus de 25 ans. Les enfants reproduisent ce que les parents font. Donc, s'ils voient les parents, et malheureusement, de plus en plus, les parents sont collés à leur smartphone du matin, vois pas du tout de quoi vous parlez. Du matin au soir, dès qu'ils se réveillent jusqu'au soir, et bien, si les parents eux-mêmes ne se limitent pas, les enfants reproduisent. Les enfants, ils ne suivent pas forcément ce que vous dites, mais ce que vous faites, oui. Justement, Charlotte et Sarah, pardon, je vous appelle par vos prénoms, mais c'est beaucoup plus rapide pour pouvoir se parler comme telle une réunion de famille, parce que c'est aussi ça, School TV. Mais autre préconisation, cette fois de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pas plus d'1 heure d'écran par jour pour les moins de 5 ans. Sinon, cela pourrait avoir de graves conséquences pour le développement de l'enfant. Vous pouvez m'en dire plus par rapport au ce développement? Quelles sont les conséquences? Comment ça se remarque? Charlotte? De manière générale, les enfants... Charlotte, vas-y. Non, je pense que ces recommandations sont surtout du bon sens, hein, parce que mettre en évidence vraiment des dangers sur le développement, ça n'a pas vraiment été fait. C'est plus des associations, mais une causalité n'a pas été mise en évidence. En revanche, voilà, les conséquences, c'est plus en termes de contenu. C'est du temps passé. Si le contenu n'est pas intéressant, si ça n'est pas quelque chose qui est partagé avec le parent ou des choses comme ça, dans un but vraiment de développement des compétences, c'est du temps perdu et un peu stérile. Alors là, on ne parle pas du tout de temps perdu. Hein. Moi, je ne parle pas de temps perdu et donc de temps qui n'est pas acquis à la lecture ou autre au développement de la parole. Je parle clairement de conséquences sur le développement de l'enfant. Est-ce que vous avez un autre point de vue, Sarah Baradori? Mais ça dépend ce que vous entendez dans le développement. De langage. Le développement cognitif, le développement du langage. Oui. Voilà. Alors, encore une fois, les écrans en soi ne détricotent pas les neurones. C'est quand les enfants passent des heures et des heures et des heures devant les écrans et qu'à partir de ce moment-là, ils perdent d'autres opportunités d'explorer leur environnement, de toucher, de manipuler, de regarder, de grimper, de courir, de toucher une fleur, de vivre des situations sociales, des choses comme ça. Ça leur enlève des chances d'apprentissage. Mais s'ils passaient 7 heures par jour à collectionner des timbres ou empiler des Legos, ce serait pareil. L'objet en lui-même n'a pas d'interaction directe sur le développement neuronal ou quelque chose comme ça. C'est l'usage qu'on en fait, la dose et la quantité du contenu, en fait. Voilà. Alors ça, c'est valable pour les plus petits, puisque certes, ils reproduisent ce que font les parents, mais enfin quand même, on fait assez attention à ce qui se passe sur les écrans et le lien qu'ils ont avec les écrans. En revanche, quand ils grandissent, eh bien, il y a potentiellement les jeux vidéo, et puis il y a aussi les réseaux, les plateformes, et là, on rentre dans un autre système, qui est le système d'Internet de manière générale, et là, il y a de vraies pressions et de vraies inquiétudes. Je n'annonce rien, on en parle tous depuis longtemps, depuis très longtemps maintenant, plusieurs années. Comment on fait pour justement faire attention aux réseaux sociaux, aux influences sur les enfants, parce qu'il y a TikTok, Twitter, Instagram, etc. On y trouve du bon comme du moins bon. Est-ce qu'on peut contrôler ça, Laurence ? Les parents peuvent contrôler à nouveau, surtout ce que disait la psychiatre, les psychiatres, le temps d'exposition, parce que c'est comme toute
abus, quand c'est excessif, le temps passé, l'utilisation passée, il y a plus de risques et de conséquences. Donc, pour les parents, en tout cas pour les plus jeunes, même d'ailleurs jusqu'à l'adolescence, l'important c'est de permettre, je ne parle pas des tout petits, mais de limiter, de mettre des règles et que les parents suivent aussi, comme je l'ai dit, ces règles, quoi. Par exemple, le soir, tout le monde éteint les écrans, les enfants ne les emmènent pas dans leur chambre, ni les télés, ni les téléphones portables, non seulement pour ce que ça peut produire au niveau de la lumière, les problèmes de sommeil et tout ça, mais effectivement, quand l'enfant est tout seul dans son lit avec son téléphone, c'est là où il va aller probablement sur des réseaux sociaux, sur des jeux, et c'est là aussi où sont... potentiellement les prédateurs sexuels qui sont de plus en plus en ligne. Les prédateurs sexuels, ils sont là où les enfants sont. Donc, voilà, donc vous êtes la créatrice de Caméléon, la fondatrice de l'association Caméléon, qui vient donc en aide aux petites et aux jeunes filles victimes de violences sexuelles aux Philippines, mais également en France. En France, vous me disiez juste avant l'émission, on se dit vous, mais on se connaît assez bien avec Laurence, puisque moi aussi je suis Caméléon depuis longtemps et je fais partie aussi de toutes ces femmes et hommes d'ailleurs engagés qui veulent aider à la protection de l'enfance. Internet, les réseaux sociaux, c'est là, comme vous le dites, où il y a tous les prédateurs sexuels, on le sait. Donc ça veut dire que quand son enfant va jouer sur une plateforme de jeux vidéo, il est aussi potentiellement en contact avec ces fameux prédateurs sexuels. Comment on fait ? Il faut déjà en parler. Enfin, la règle numéro 1, c'est dialoguer avec son enfant pour qu'il ait envie de vous raconter ce qu'il fait de ses journées. Alors, pas que sur Internet ou sur son portable, mais aussi à l'école. Les parents sont de plus en plus occupés à droite à gauche de leur travail et tout ça, et le dialogue avec les enfants, vraiment se poser, prendre le temps de discuter. Mais les parents ne sont pas plus occupés qu'avant. Enfin, je veux dire, il y a 30 ans, les parents étaient autant occupés. Pourquoi ils le sont plus maintenant ? Alors, il y a plus de dangers aussi maintenant à travers le net, donc c'est vraiment important. En tout cas, il faut que les parents soient vigilants et passent du temps à discuter avec leurs enfants de ce qu'ils ont fait de leur journée. Et comme vous verrez qu'au moins 3 heures, c'est les chiffres, les enfants passent 3 heures en moyenne par jour sur leur portable, et je parle des petits jusqu'à 12 ans, les 15-17 ans c'est encore plus, ça peut aller jusqu'à 7 heures, sans parler de ceux qui ont l'autorisation d'avoir des écrans dans leur chambre et qui vont être en ligne sur Fortnite ou des jeux en ligne où il y a beaucoup de risques de rencontrer des pédocriminels. Donc quand les parents discutent avec leurs enfants de ce qu'ils ont fait et qu'ils voient qu'ils ont passé X nombre d'heures à faire des jeux et tout ça, c'est à eux de limiter et surtout d'expliquer sans les alerter, sans créer un climat anxiogène évidemment, des risques qu'il peut avoir sur le net. Le dialogue, je comprends, mais avec un enfant qui a potentiellement 9, 10, 11, 12 ans, comment on fait pour lui expliquer le danger justement de cette connexion avec un autre profil qui pourrait avoir un profil de jeune garçon pareil du même âge et qui en fait derrière se cache un criminel. Sarah Badori ou Charlotte Van Hendrich, vous avez un avis sur la question ? Comme a dit madame, informer, c'est essentiel. On peut discuter avec son enfant, on peut lui donner des règles de base. Souvent les enfants, quand ils jouent sur des MMORPG, donc des jeux massivement en ligne, avec des millions et des millions de joueurs simultanément, leur donner des règles de base. Tu donnes jamais des informations personnelles sur toi, tu n'envoies jamais de photos de toi, tu donnes pas ton nom, ton vrai prénom, tu restes avec ton pseudo, tu ne donnes pas ton adresse, tu ne donnes pas de rendez-vous, et d'accompagner les enfants. Et en fait, la première chose à faire, c'est aussi de s'intéresser à leur univers. C'est-à-dire que d'aller regarder à quoi ça ressemble Fortnite, de leur demander de nous parler de leurs personnages, de leurs objets qu'ils ont réussi à acquérir dans le jeu, enfin de s'intéresser à eux pour qu'ils aient envie de nous raconter des choses aussi sur leur vie en ligne, parce que pour beaucoup, c'est aussi une vraie vie sociale. Ils se font des amis, des vrais amis, il y a aussi sur ces plateformes-là des adultes qui sont aussi des adultes responsables et qui vont aussi qui vont être un peu vigilants, qui vont avoir l'œil qui vont, par exemple, quand ils perçoivent quelque chose de pas très normal, avoir le réflexe d'alerter un enfant aussi, parce qu'il y en a qui sont père et mère de famille, et des gens qui jouent et qui sont adultes. Des anges gardiens. Donc le mieux, c'est vraiment d'alerter et d'informer et d'accompagner, d'être avec. On voyait tout à l'heure dans l'actualité avec Virginie que 41% des parents déclarent avoir déjà utilisé des logiciels espions pour espionner les smartphones et les ordinateurs de leurs enfants. On entendait un psychiatre dire que c'était pas une bonne idée. Vous en pensez quoi ?
Moi, je pense que oui. Enfin, pardon. Allez-y. Laurent, qu'on peut effectivement limiter les temps d'écran ou avoir certaines applications qui permettent de contrôler un minimum. Après, il y a le respect. Ça dépend de l'âge des enfants ou des adolescents, mais c'est, je pense, important, oui, de mettre en place ce type d'application. Il y a un respect de la vie privée à avoir en ligne, enfin, de la vie privée des enfants ou pas ? Bah oui, parce que vous êtes toujours les parents, donc vous êtes responsables et vous avez des devoirs d'information, de protection de vos enfants. Nous, on les sensibilise, on fait de la prévention pour leur dire que tout le monde n'est pas tout gentil, parce que surtout pour les 6-10 ans, ils sont assez innocents et ils pensent que tout le monde est des amis. Et voilà. Donc on fait cette prévention-là et ils arrivent, pour certains, à se protéger. Maintenant, quand les parents disent ils sont capables de gérer, non, les enfants ne sont pas capables de gérer les risques. Ça, parce qu'en fait, on va y revenir donc, sur les actions que vous menez justement dans les classes et dans les écoles, puisque vous y allez, vous vous déplacez pour justement parler de ça. Et j'imagine que vous aussi, en tant que pédopsychiatre, vous ne cessez de parler avec les parents et l'entourage des enfants. Mais je reviens juste sur Fortnite, par exemple, qui est un jeu extrêmement populaire, qui est dans le monde entier. Moi, je l'ai vécu personnellement. J'ai vu mon fils changer. Il a 11 ans aujourd'hui, mais il avait 8 ans à l'époque. Je l'ai vu se transformer, c'est-à-dire devenir hyper angoissé, être mal dans ses pompes, devenir dingue. Dingue, évidemment j'exagère, mais c'est-à-dire que ne plus raisonner, ne peut tenir en place. Comment est-ce qu'on peut prévenir ce type de comportement ? Parce que heureusement, j'ai pu voir ça, être alertée donc, et pouvoir agir. Mais tous les parents sont un peu désemparés par rapport à ce type de comportement. Et ça a fait la une de beaucoup de journaux justement sur le gaming. Je m'adresse justement à Charlotte von Dendrich. Je suis désolée, je n'ai aucune compétence pour répondre à ce genre de questions. Je suis pédopsychiatre, oui, mais je m'occupe des processus attentionnels et éventuellement des écrans associés. Mais là, je ne peux pas. D'accord. Et Sarah, Dorine ? En fait, c'est difficile d'extrapoler sur une situation. Comment dire ? C'est un exemple pour illustrer juste un comportement par rapport à un jeu. Ces jeux-là aussi ont un potentiel addictif. Ils sont aussi designés pour ça. Un produit, c'est quelque chose pour vendre. C'est un peu la même chose que les pubs à l'heure où les enfants regardent la télé pendant la période de Noël. Vous allez avoir 12 fois plus de pubs pour vendre des choses aux enfants. Voilà. Ce sont aussi des produits marketing, des produits de consommation. Et donc, il y a tout un tas de choses qui sont organisées autour pour que les enfants ils aient envie de consommer. C'est pour ça aussi qu'il faut mettre des règles en amont. Et que moi j'explique souvent aux parents qu'il faut surtout pas acheter la paix sociale avec les écrans, parce que c'est là où un peu on met un peu un doigt dans l'engrenage et que ça devient compliqué. Ce sont des choses qui sont aussi excitantes, ça apporte bien sûr. Ça apporte un petit bonbon mental. Quand vous jouez à Mario, à chaque fois que vous sautez et que vous attrapez une petite piécette, votre cerveau il scintille un petit peu et il aime bien ça. Et dans la vie de tous les jours, la tête elle scintille pas comme dans Mario, quoi. Alors là, on parle évidemment encore une fois des dangers des écrans et des réseaux sociaux et de tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Ça paraît assez clair et assez évident. Mais Laurent Sigier, vous vouliez revenir sur des choses qui le sont moins évidentes, comme par exemple poster des photos de vacances de vos enfants sur Instagram. Oui, voilà, donc Caméléon, on fait beaucoup de prévention en ce sens, et là on va lancer une grande campagne un peu choc, mais vraiment pour attirer l'attention des parents et leur permettre d'être vigilants là-dessus, parce qu'effectivement beaucoup de parents postent depuis la naissance de leur enfant jusqu'à l'âge d'adolescence des photos de leurs enfants sur Facebook, Instagram, beaucoup, même WhatsApp, échangent et pensant à échanger avec leurs amis, mais les amis de leurs amis ne les connaissent pas, etc. Et c'est vrai que ces photos sont de plus en plus détournées par encore une fois, des cyberpédocriminels qui savent faire et qui sont sur le darknet et qui échangent entre eux des images qu'ils ont volées donc à des parents, des images d'enfants pas du tout, parfois dénudées mais pas forcément, par tranche d'âge. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très cynique, mais enfin en tout cas, il y a un grand risque de détournement des images que les parents eux-mêmes postent sans savoir qui. Juste pour ceux qui nous regardent, Laurence, parce que peut-être que les gens ne savent pas, et c'est bien normal, parce que quand on n'est peut-être pas touché par ce genre de problème, on ne se rend pas compte. Mais la France, à quelle position mondiale ? Troisième. La France est le 3e pays hébergeur de contenu pédocriminel au monde, après les États-Unis et les Pays-Bas.
Voilà, donc ça fait sacrément froid dans le dos. On parle donc de la pédocriminalité sur les réseaux et sur Internet. Il y a aussi le cyberharcèlement dont on parle aussi pas mal en ce moment, qui est un harcèlement en fait à l'école, mais qui s'opère effectivement sur la toile et sur les réseaux et sur effectivement des sites de discussion comme WhatsApp ou Discord ou autres. Snapchat, voilà, exactement. Est-ce que vous pouvez me parler de cela ? Oui, là, on va dire, c'est à la fois parfois, vous l'avez dit, à l'école avec des copains, des copines qui utilisent des images, notamment Snapchat, parce qu'en fait, c'est censé disparaître au bout de quelques secondes, sauf qu'ils font des captures d'écran et que donc, quand vous échangez des photos de vous, des photos de ce qu'on appelle les nudes maintenant, donc les jeunes... Photos nues, voilà, clairement. Parce que le principe quand même de l'idée que ça disparaisse, finalement... induit que c'est une photo qui normalement ne devrait pas paraître et qui doit être un clin d'œil un peu soit sexy, soit violent, soit ou autre. C'est ça l'histoire. Oui, et donc, puis les jeunes adolescents et adolescentes pensent que voilà, c'est temporaire, c'est avec leurs petits copains et que si elles le font pas, ils iront voir une autre petite jeune fille. Bon bref, donc elles envoient assez facilement et c'est détournés et après utilisés, publiés sur les réseaux sociaux, utilisés pour les faire chanter parfois ou pour détruire leur image. Et derrière, il y a des catastrophes comme des suicides ou des enfants qui vraiment vont très mal. Sarah Bahadori, ça en dit long aussi sur le rapport au corps chez les enfants, alors enfants préadolescents, mais aussi adolescents. Alors ça... Je ne saurais pas trop vous répondre, je ne suis pas vraiment experte là-dedans, mais notre société, elle change énormément. Par rapport à l'adolescence que nous, on a pu connaître, il y a des choses qui font que les zones de danger... Avant, on était harcelé à l'école, on rentrait chez soi et c'était fini. Et maintenant, non. Maintenant, on rentre chez soi, et il y a le WhatsApp, il y a le téléphone qui se met à vibrer, il y a des éléments qui circulent. C'est comme si la rumeur du village, elle continuait à s'amplifier à l'intérieur de la maison. Et du coup, il n'y a plus d'espace où l'enfant se sent un petit peu à l'abri. Et donc ça peut entraîner des dangers, des risques psychologiques supplémentaires. Cela étant, là, Internet, c'est pas non plus juste un terrain de chasse ouverte des prédateurs, quoi. Il y a aussi des choses hyper utiles, voilà. Alors justement, moi, j'avoue, c'est un domaine qui est pas vraiment le mien. Alors, j'invite toujours les parents à la vigilance et puis à l'accompagnement et à l'information. Mais vous savez, c'est délicat de parler des réseaux d'Internet et de l'utilisation des écrans chez les enfants sans avoir à redire combien ça peut être dangereux. En revanche, là où je vous rejoins, et on va en parler tout de suite, c'est justement de l'aspect très positif aussi, évidemment, du numérique et d'Internet pour les applications intelligentes et éducatives qui existent. Mais j'aimerais juste, pour finir sur l'aspect préventif par rapport à votre mission, Laurence, auprès des écoles et des classes, quand vous rencontrez justement des professeurs, des parents d'élèves et surtout des élèves, quelle est leur réaction par rapport à ça ? On a beaucoup de demandes, on intervient en Ile-de-France, on sensibilise plus de 1300 enfants par an, principalement dans les écoles primaires, parce que c'est maintenant de plus en... L'âge moyen, un enfant a un portable à l'âge de 9 ans maintenant, donc on intervient en primaire, parce qu'ils sont à la fois très gadgets et ils savent les utiliser, et à la fois encore innocents, et voilà, ils arrivent pas. Par exemple, il y en a un, il nous a dit moi je sais reconnaître si c'est un méchant monsieur ou un ami en lui demandant sa pointure. S'il me dit qu'il fait du 42, c'est un adulte. S'il il fait du 33, c'est un enfant. Le type de verbatim, de témoignage qu'on entend, ils n'ont pas cette capacité de discernement que des plus âgés au collège ou au lycée. Donc c'est important de dialoguer. Dernière question et après c'est terminé, malheureusement on n'a plus de temps. Sarah Bahadori, justement on parlait des effets positifs d'Internet et on les connaît nous-mêmes, parce qu'on est ravis de pouvoir discuter avec nos camarades en direct au Japon, en Chine, aux États-Unis et au Chili et ailleurs. On est très content de pouvoir en 2 secondes trouver une information tout de suite sur le net, sur Google, Safari et Co. Les applis éducatives, elles sont nombreuses. Un petit mot juste pour terminer là-dessus. Alors, du coup, je suis désolée, je ne vais pas répondre à votre question parce que les applis éducatives, ce n'est pas le seul bienfait. Google n'est pas une source d'information fiable, malheureusement. Il y a un peu à boire et à manger.
Et moi, j'encourage toujours les parents à regarder le contenu avec leurs enfants et de valider, eux, avec leur bon sens, ce qu'ils font voir à leurs enfants. Il faut aussi se méfier. Par exemple, quand on se promène sur YouTube, on peut regarder des dessins animés et des comptines et des chansonnettes, mais sur la droite, la cartouche peut vous proposer des contenus inappropriés, stressants, angoissants, etc. Donc, le message, c'est vraiment pas trop, mélanger avec de l'exercice, regardez avec votre enfant et validez en direct visuellement ce qu'il regarde. Observez-le. Si vous le sentez en danger, si vous le sentez en inconfort, si vous sentez du mal-être, vous coupez et vous en discutez. Il y a des dessins animés qui sont super. Moi, je suis une grande fan des Disney. Je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Les nouveaux sont très rigolos et très positifs et très girl power. C'est très bien. Il y a il n'y a pas que des applications. Il y a aussi du contenu sympathique et on peut le regarder en famille. Et c'est un peu une extension de la télé. Pareil pour les jeux, on peut les faire ensemble, on peut les faire en famille, on peut jouer au bowling ou à Just Dance le dimanche après-midi quand il pleut et c'est très bon. Merci Sarah Vadori, merci pour ces infos. J'ai bien retenu la leçon et c'est très intéressant de voir à quel point effectivement il faut pouvoir savoir chercher, savoir regarder et dialoguer avec ses enfants. Merci Charlotte Van den Dresch d'avoir été avec nous, Sarah Vadori. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre toutes les deux. Laurence Ligier, merci mille fois d'avoir été avec nous. Je sais qu'il y a un spot qui va sortir dans un mois justement pour la prévention et pour le dialogue avec les parents. Donc si vous êtes d'accord, vous revenez en plateau pour qu'on puisse en discuter ensemble. Il faut toujours pouvoir parler justement de cela, alerter les parents et tous collectivement avoir une action pour protéger nos enfants. Merci. Juste, je peux rappeler le numéro, le 3018, qui est le numéro d'appel aussi pour les parents ou les jeunes qui ont des problèmes justement avec Internet. Vous trouvez tout sur cette plateforme, numéro de téléphone, plateforme, ça peut être anonyme, enfin, voilà, les conseils de IA en France. Et jusqu'amélion.org. Une petite annonce aussi du coup. Le service de pédopsychiatrie de Robert Debré a mis en place un site internet de fiches d'aide pour les familles qui s'appelle clepsy.fr, clepsy.fr. Donc, j'encourage tout le monde à aller se promener dessus. Il y a plein de petites fiches rapides et amusantes sur énormément de questions, plus ou moins sérieuses, plus ou moins... Parfait. C'est noté. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été avec nous. Restez avec nous juste après la pub. Virginie Aracil, qui a créé le célèbre personnage Monsieur Beer, sera avec nous. Virginie Aracil, bonjour. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Merci d'être avec nous. Vous êtes styliste, graphiste, autrice, illustratrice. Waouh. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait, ouais, je suis d'accord. Donc, évidemment que je vais parler de mon cher Monsieur Bert. Vous avez créé le personnage donc, de Monsieur Bert qu'on connaît aujourd'hui grâce aux abécédaires que vous avez sorti avec Bayard. Vous allez nous raconter évidemment tout ça. Mais forcément, je veux connaître le parcours parce que alors moi, je le redis, styliste, graphiste, autrice, illustratrice, j'adore. Et en plus, follement sympathique, hyper flippée d'être sur un plateau de télévision. Pas du tout. Racontez-moi, vous avez commencé par faire donc l'école supérieure de la mode à Paris, c'est ça? Oui. Et puis, vous vous orientez vers le textile. Comment ça s'est passé? Vous êtes créatrice de mode au départ? Non, au départ, je voulais être juge pour enfants. J'ai fait 2 ans de droit avant. Et oui, donc, forcément. Enfin, vous pouvez pas être simple. Je voulais redessiner les robes d'avocat, ça n'a pas marché. Donc, j'ai eu un coup de cœur pour la mode des petites avec les magazines de ma maman. Et pour les enfants, du coup? Et pour les enfants. Déjà, parce que dans les années 80-90, il n'y avait pas beaucoup de marques enfants, fun, originales, etc. On était très classique à la française. Et j'ai vu un créneau. Donc, voilà. Donc, je me suis spécialisée dans l'enfant quand j'ai fait S-Mode à Paris. École de mode à Paris. Voilà, ouais. Tout à fait.
Et j'avais de très très bons professeurs et qui avaient vu aussi ce créneau des maisons peut-être de haute couture qui pouvaient en faire des petites choses, des petites collections qui pouvaient être aimées par les parents et accessibles. Donc j'étais dans cette mouvance avec Petit Bateau, avec plein d'autres marques, et j'ai très vite intégré un bureau de tendance qui travaillait beaucoup au Japon. Donc j'ai développé des marques déjà à l'étranger, et j'ai vu que les étrangers aimaient beaucoup la mode française. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Ensuite, d'autres maisons. Ensuite... Mais alors, comment vous êtes venu, justement, à ce monsieur Hubert, ce petit personnage-là qu'on revoit, que je remonte, qui est absolument charmant, que beaucoup de parents connaissent. Comment ça s'est passé, cette rencontre entre lui et vous? Entre lui et moi, c'est un coup de crayon sur un petit carnet, comme ça. Ensuite, une peluche que j'ai trouvée en brocante. Ensuite, j'ai développé ce personnage sur du textile avec une marque qui je travaillais, Bioéquitable Coq en pâte, qui m'a édité, avec ma marque Virgo. On était les premiers en 2010 à créer une marque bioéquitable. Il était là déjà. Et après, je me suis dit, ça a marché avec ce personnage. Je dis, bon voilà, les applis commençaient à être à la mode, les applis pour les enfants, voilà, aux États-Unis, mais pas trop en France. J'ai trouvé quand même des gens qui développaient des applications. Et au début, c'était une application. J'ai commencé par ça. Après, j'ai été repérée parce qu'on développait cet abécédaire en plusieurs langues, anglais, allemand, et on a tenté le portugais pendant la Coupe du Monde et ça a marché. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'ai été repérée par Bayard et par mon éditrice Isabelle Bézard de Bayard, qui est formidable et qui m'a donné carte blanche et m'a dit, il y a quelque chose à faire. D'où tous ces livres, c'est mon 6e. Il y a l'abécédaire, il y a les couleurs, les chiffres, les nombres, l'anniversaire qui traite sur les différences. Alors, vous pouvez justement me raconter le principe en fait du livre que je montre un peu comme ça pour que les gens puissent voir. Racontez-moi le principe de cet abécédaire. Le principe, c'est d'abord... si on voit le sucré, par exemple, ici. D'ailleurs, sur les goûts, par exemple, sur les autres, le principe, c'est déjà un bel objet. C'est un beau livre, rigide, padé, avec la tranche dorée. C'est la designeuse qui parle. Voilà. Non, c'est une référence. Mais parlez aux mamans et aux profs et aux autres qui nous regardent. C'est quelque chose de visible, qui donne envie, avec des couleurs, avec des petits sketchs et en bilingue, bien sûr. Et ça, pas tous par exemple, les imagiers qu'on a dans les boutiques, non, dans les librairies, ne sont pas comme ça, en fait. Et c'est surtout pour donner envie et aussi des touches d'humour et des références sur lesquelles les parents se retrouvent. Vous avez le vinaigre de Xérès, vous avez par exemple dans les couleurs, j'avais mis un Romanée Conti pour le Bordeaux. Là, j'ai des références aussi sur ma famille, sur mes votre famille, c'est-à-dire vous avez le riz au lait de ma grand-mère, vous avez les cornichons de Magda, la grand-mère de mon fils. Vous avez des plats que j'aime bien cuisiner. Donc vous aimez la fondue, le foie gras, le bœuf de Kobe? Pas vous. Moi, j'adore. Je suis hyper gourmande et j'adore cuisiner. Donc forcément, j'aime tout. Mais ça, c'est vos repères, en fait? Oui, le gras, c'est important. Vous êtes keto-addict? Non. Les frites et le gratin. Voilà, c'est le frit, le rôti. Mais alors justement, parce que, pardon, mais forcément, je fais le lien avec ce que doivent manger les enfants, parce que c'est aussi ça, finalement, que vous donnez à voir à ces enfants. Des légumes, ok, des épices, ok, mais donc c'est pas grave de manger des frites, finalement. Ça fait partie du quotidien. Oui, c'est ça, c'est le goût, c'est très important. C'est la base de l'éducation, c'est la base des souvenirs, et c'est ce que les enfants ont en premier lieu quand ils naissent. Ils ont peut-être la vue, pas encore d'ailleurs, mais ils ont le goût, le lait maternel ou autre chose, et l'odeur, et tout part de là. Et j'ai voulu faire ce livre pour montrer que le goût, l'apprentissage du goût devait être comme tous les autres apprentissages, mis en avant. Beaucoup d'écoles le font déjà dans les cantines pour apprendre les goûts, les différents goûts, les associations, et c'est ça qui est intéressant parce que c'est une mixité dans l'assiette, on mélange plein de choses et ça fonctionne. Pareil, là, pour ce livre, ça, j'ai montré le bien manger, on est d'accord, avec les légumes, avec etc. Les frites, on est d'accord. Voilà, oui, c'est un légume. Et le bœuf de Kobe, la raclette et la fondue. Et les autres goûts universels, oui. Voilà. Et aussi, à la fin, j'espère qu'à la fin, les personnes, les parents, les grands-parents, les enfants ont faim à la fin. Et ça, c'est le but.
Mais alors, moi je vous écoute depuis tout à l'heure, on voit bien qu'il y a un souci d'esthétique, vous avez envie effectivement d'apporter beaucoup de choses là-dessus, effectivement la créatrice parle. Ce personnage, il est né avant... autour du textile, hein, c'est ce que vous nous expliquez. Oui. Mais aujourd'hui, quel est le but finalement de le faire vivre autrement ? Y a des thèmes qui attirent votre attention, des sujets sur lesquels vous avez envie d'appuyer en fait ? Oui, c'est vrai quand vous avez un visuel sur un textile, il reste sur votre t-shirt. À part si c'est votre t-shirt préféré, vous gardez jusqu'à votre âge. C'est un t-shirt doudou, mais c'est un peu éphémère les visuels sur les vêtements. Donc ce personnage qui a marqué beaucoup de gens, en fait, c'est celui qui a le plus marché. J'ai dit, il va parler, il va devoir il va devoir faire réfléchir les gens. Je vais l'utiliser dans mes livres et ça va être un porte-parole. Et c'est pour ça que cette collection, c'est lui qui va parler. D'ailleurs, sur l'appli Bayam, qui est l'appli de chez Bayard, il parle. Donc, vous avez une application où vous pouvez avoir Monsieur Baird qui parle et qui parle toutes les langues pour les enfants de 3 ans à 6 ans, pour leur apprendre les différentes langues. Donc, dès le départ, vous ne souhaitiez pas être une simple créatrice de mode, vous souhaitiez quand même porter des idées. Je souhaitais rien du tout. Je souhaitais faire des choses, je souhaitais créer et rebondir sur les événements et les envies des gens, en fait. Et à chaque fois que je rebondis sur ce que les parents envient, ce que les enfants aiment, donc les applis, les iPads, les parents, le côté efficace, rapide et joyeux et surtout ensemble. Donc je joue à chaque fois là-dessus. Alors justement, sur le côté ensemble, vous n'avez pas été totalement seule dans cette histoire puisque vous avez une préface absolument géniale de Olivier Rollinger. Donc je repars sur l'idée de la cuisine et les goûts. Comment vous avez travaillé tous les deux ensemble là-dessus ? Alors c'est une belle rencontre. Déjà, j'ai une très bonne amie, Isabelle Mical, qui travaillait en la communication de Relais Château. Olivier Rollinger est le président de Relais Château. J'ai travaillé avec eux dans différents événements. Ils sont très forts dans la communication avec les chefs, pour le bien manger, promouvoir Relais Château avec les bons produits. Et puis les artisans locaux, les produits de saison. Exactement. Vraiment, de pouvoir être dans un circuit court. Ouais. Très bien. Et ensuite, ils ont décidé en fait de communiquer là-dessus avec Relais Château. Olivier Rollinger sort un livre qui s'appelle Révolution délicieuse. C'est ce livre qui m'a inspirée parce qu'il met en avant le bien manger, de dire que plus jeune âge, on doit éduquer les enfants à cette méthode. Et j'ai eu un déclic et Isabelle m'a fait rencontrer Olivier, que j'avais vu très très vite. Mais là, il a très gentiment accepté et il a fait cette belle préface. Il a ce souvenir avec son grand-père et ses fraises rincées à la fontaine. Bon, ça réveille plein de choses, donc c'est un beau thème, je pense. Mais surtout que moi j'étais étonnée parce que hier Rollinger lave les fraises à la fontaine, alors que moi on m'a toujours appris qu'il fallait pas laver les fraises et qu'il fallait manger telles quelles sinon on perdait le goût. Donc, vous voyez comme quoi. Ça c'est le grand-père. On apprend toujours. Juste, je voudrais revenir sur l'application Bayam en question. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement ? Donc plusieurs langues déjà. Alors sur l'application Bayam, vous avez en fait pas tous les livres de chez Bayard, mais en numérique. C'est trié par âge. C'est-à-dire que si vous voulez travailler la langue française ou les langues étrangères, vous tapez sur Bayard, vous tapez Monsieur Baird, vous tapez et vous avez l'application et l'abécédaire va être traduit. Et vous avez à la fin Monsieur Baird qui va faire une phrase et donc vous allez avoir le son. Et vous avez d'autres applis pour l'écriture, pour le dessin, la peinture, etc. C'est assez riche et c'est un outil pour la génération apprenante de maintenant. En fait. En première partie de l'émission, on a fait tout un sujet justement sur le numérique, sur les réseaux sociaux, sur l'impact des écrans sur les enfants. Pour vous, finalement, l'impact du numérique est absolument positif dans l'avenir, évidemment, de Monsieur Baird et de ses goûts extraordinaires, mais aussi pour l'avenir des enfants. Oui, moi j'ai commencé par l'appli, vous voyez, le livre continue et il marche très très bien, les deux peuvent être compatibles, il n'y a pas de problème. Bon, après il faut surveiller, je pense que même sur Bayam il y a une minuterie, je ne sais plus, il y a quelque chose, mais c'est l'avenir, mais il y aura toujours le livre, ça j'y crois. Et bien sûr qu'il y aura toujours le livre, regardez, il est là, il est absolument génial, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas, déjà le design est formidable, enfin en tout cas moi ça me donne envie. Merci.
Ça me donne envie de le lire. Quand on lit la préface, d'autant plus. Et puis, quand on voit votre motivation et votre sens de la famille et des enfants, c'est super chouette de pouvoir allier tout ça. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Virginie Racil. Tout de suite, Mickaël Dorian, qui est en plateau avec nous, nous emmène au Royaume-Uni. Merci, Mickaël. Mickaël, direction donc le Royaume-Uni, où on apprend qu'à la demande des élèves et des enseignants, une école J.K. Rowling a été rebaptisée. Oui, il s'agit d'un établissement scolaire basé à Chelmsford, c'est à l'est de l'Angleterre, qui accueille des élèves de 11 à 18 ans, ce qu'on appelle chez nous un collège-lycée. Il y a quelques années, l'établissement avait nommé un de ses bâtiments J.K. Rowling en l'honneur de la créatrice de la saga Harry Potter. Il s'appelle désormais Holmes, en référence à l'athlète britannique Kelly Holmes. Alors pour revenir à J.K. Rowling, l'écrivaine a converti toute une génération à la lecture avec ses 500 millions d'exemplaires vendus et a donc longtemps été considérée comme une icône, un monument national au même titre que la reine, les Spice Girls ou le pied droit de David Beckham. Sauf qu'aujourd'hui, J.K. Rowling n'est plus vraiment en odeur de sainteté dans le pays de Sa Majesté. Pour vous dire, elle n'a même pas été invitée à participer au très attendu documentaire Harry Potter Retour à Poudlard à l'occasion des 20 ans de l'apprenti sorcier et dans lequel toute l'équipe du film se retrouvait. Ça a été diffusé le 1er janvier dernier sur Salto. Mais que s'est-il passé alors du coup avec J.K. Rowling ? Tout est parti d'un tweet le 6 juin 2020, ou plus exactement d'un article publié sur un site d'opinion et dont le titre n'a visiblement pas plu à la célèbre écrivaine. L'intitulé de l'article était « Créer un monde post-Covid plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs règles ». En réponse à ça et pour ironiser sur ce titre, J.K. Rowling a tweeté le message suivant « Je suis sûr qu'il y avait un mot pour désigner ces personnes ». Que quelqu'un m'aide, femme, fime, des propos qui ont immédiatement attiré les foudres de certains internautes qui lui ont rappelé que des hommes transgenres pouvaient avoir leurs règles et qu'à l'inverse, des femmes transgenres ne pouvaient pas. Même Daniel Radcliffe, l'interprète de Harry Potter, s'en est mêlé en dénonçant les propos de l'écrivaine. Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois que J.K. Rowling est accusée de transphobie. En 2019, elle avait adressé un tweet de soutien à Maya Forstater, une femme qui avait perdu son travail après avoir tenu des propos transphobes. Alors ça, c'est le tweet de J.K. Rowling qu'on va pouvoir regarder à l'écran. Habillez-vous comme bon vous semble, appelez-vous comme vous voulez, couchez avec n'importe quel adulte consentant, vivez votre meilleure vie en paix et en sécurité, mais forcez des femmes à quitter leur emploi parce qu'elles disent que le sexe est réel. Point d'interrogation. Alors depuis tout ça, la maman de Harry Potter est régulièrement la cible d'attaques de la part de militants pour les droits transgenres, des attaques allant parfois jusqu'aux menaces de mort. Dernièrement, son adresse a même été divulguée sur Internet. Bon, c'est pas mal Kelly Holmes en fait, comme nom d'école. Voilà. Très bien. Nouvelle semaine, nouvelle invitée dans Souvenir d'écolier. Aujourd'hui, c'est l'acteur Olivier Citruc qui a répondu aux questions de Malika Ménard. Il lui a raconté son souvenir d'écolier le plus marquant. Regardez. Et s'il fallait se souvenir d'un souvenir d'écolier précis ? Je crois que c'est une obsession, mais je dirais mon premier baiser. Ah oui, on revient aux filles alors. Ouais. Non mais oui, mais parce que c'est le truc de l'école en fait. Vous êtes le premier à nous dire ça. C'est vrai ? Oui, et c'est mignon. Ah ouais, non, alors franchement, si, je sais pas pourquoi, c'est un moment qui est très marquant pour moi. Elle s'appelait Barbara, donc je me souviens même de son prénom, je dois avoir 11 ans, 12 ans, je sais pas. Oui, donc voilà, et dans la sixième foulée d'ailleurs, je dois être en 5e, 6e, ouais, 5e je dirais. Et dans la foulée d'ailleurs, j'ai une histoire, je crois en 4e avec une fille, et c'était une époque où il y avait vraiment des coupes de cheveux pourries. Et donc j'ai une histoire, c'est-à-dire j'ai dû l'embrasser dans la cour. J'imagine. Alors moi je croyais que c'était mon amoureuse et pas officielle, puisque je l'avais embrassée dans la cour. Et ma mère a eu la bonne idée de m'amener chez le coiffeur. Et l'époque était vraiment pas géniale. Et puis je ne sais pas si c'est tous les garçons la même chose, mais quand les hormones commencent un peu à s'exciter, vers 13-14 ans, les cheveux frisent un peu. J'ai pas les cheveux spécialement frisés, mais les cheveux s'étaient mis à friser. J'étais pas au courant de ça non plus. Je crois qu'en fait, on est là... Enfin, encore une fois, peut-être qu'il y a que moi. En tout cas, mes cheveux avaient commencé à friser. Et le coiffeur me fait une coupe. J'avais l'impression d'être... je sais pas si vous voyez ces chèvres... en Afrique du Nord, un peu avec des trucs un peu en Afrique, elles ont des trucs sur la tête. Vraiment, tout frisé sur la tête et un peu ras sur les côtés. Okay. Voilà. Donc j'avais cette coupe-là. Et donc je suis arrivé à l'école comme ça. Ouais. Et donc elle m'a quitté. Pour la coupe de cheveux.
Bah, j'ai fait tout de suite le truc. Donc elle m'a quitté. Et donc elle m'a dit c'est fini et tout ça. Mais c'est bon, c'est les cheveux. Et je me suis plus coupé les cheveux pendant mon premier tournage. J'avais les cheveux longs. Et donc mon deuxième tournage, donc c'est-à-dire pendant 10 ans, j'ai plus coupé mes cheveux. Donc il y a eu Barbara en 5e, c'est ça? Barbara, c'était bien. Elle était gentille. Voilà. Et après, il y a eu une autre dont on se souvient. On a oublié le nom en plus. Je crois que ça s'appelait Isabelle, mais je me souviens plus. Plus de contact avec Isabelle, mais à cause d'elle, vous n'êtes plus jamais coupé les cheveux. Pendant 10 ans. Et donc la première fois qu'on m'a coupé les cheveux. Et d'ailleurs, depuis, je vais très très peu chez le coiffeur. Où après? Ils étaient très très longs. Ok, d'accord. Ils étaient très très longs, mais en même temps, ça m'a permis de décrocher mon premier rôle. C'était un rôle, le mec, je suis arrivé, j'avais les cheveux longs, il m'a dit ouais, c'est super, c'est un film qui s'appelait La gamine d'Hervé Palude. Enfin, je mourrais très vite dans le film. Hein. J'étais mort sur le générique. C'était pas bon. Voilà, c'est un premier film. Est-ce que vous avez gardé contact avec des camarades de classe? Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens que j'appelle, que je vois régulièrement, mais c'est plus, en fait, on était en classe ensemble, mais on était surtout voisins. Okay. J'habitais à Draguignan, dans le Var, un peu à l'écart de la ville, et il y avait un peu comme des lotissements, quoi. Et donc, il y avait mes potes du lotissement qui étaient aussi mes potes de classe, puisque évidemment, c'est par zone. Et là, vous êtes toujours en contact avec eux? Et ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles il s'appelle Benoît et Olivier, ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles, mais ouais, j'en ai eu et Romain. Romain, je l'ai vu parce que souvent quand je vais en tournée, j'essaie de les appeler, de leur dire je suis là dans le coin, comme ça on se fait une soirée. Donc là Romain, pour le coup, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, et non, je les appelle régulièrement. Et après du lycée, j'ai eu des potes que j'ai gardés très longtemps, ouais. Donc on a dit que vous êtes né à Nice. C'est ça. Et après vous avez complètement par hasard, j'aurais dû naître à Marseille. Mais je suis né le 25 décembre et donc mes parents étaient pour Noël chez mes parents étaient pour Noël chez leurs parents, quoi. Et bon, après du coup à Draguignan. Du coup Draguignan, ouais, c'est ça. Ouais. Et après Nice parce que j'étais au conservatoire là-bas. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie d'Olivier Citruc. Tout de suite, c'est le Zap, c'est le meilleur de School TV. Regardez. 36912. Oui, 36912, en fait, effectivement, ça a été créé par Serge Tisseron pour donner des repères aux parents sur les âges à partir de lesquels on peut commencer à mettre un enfant devant des écrans. Il a commencé plutôt sur les jeux vidéo, en fait, c'était son approche au début, et de dire, voilà, on peut commencer d'abord à s'exposer un petit peu, puis ensuite à à y aller tout seul, d'abord avec ses parents, puis tout seul, puis ensuite commencer à interagir à l'intérieur avec des tiers, effectivement, et ça, c'est par étapes. C'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est que les parents n'ont pas de télé avant 3 ans, pas de console de jeux perso avant 6 ans, pas d'internet non accompagné avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Oui, alors bon, la règle des réseaux sociaux, c'est 13. Voilà, donc voilà. Alors, ce qui est compliqué aujourd'hui pour les parents... Mais ça sonnait moins bien, 3, 6, 9, 13. Voilà, c'est qu'il y a beaucoup d'âges qui se mélangent et les parents ne comprennent plus rien. Donc ça, c'est aussi vraiment un enjeu, c'est d'essayer d'harmoniser ces âges-là, parce que là, honnêtement, je ne leur jette pas la pierre, c'est incompréhensible. Toujours en plateau avec Elisabeth Roman. Elisabeth, quelle est l'importance justement de déconstruire ces préjugés? Et on disait que ça arrive très tôt, parfois 4 ans. À 10 ans, c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. On voit bien qu'il y a plein d'ados aujourd'hui, même des gamines qui sont au lycée ou des gamins qui sont au lycée, qui se rendent compte des problèmes et qui essayent de les déconstruire. Donc c'est jamais trop tard, mais en même temps, il faut commencer dès la naissance et même avant la naissance pour que les choses, pour que l'égalité filles-garçons existe vraiment. D'ailleurs, on peut le voir dans certains pays, notamment l'Islande, les choses commencent justement très tôt. Oui. Et pas, on a fait une émission sur le Danemark il n'y a pas longtemps, effectivement, là aussi c'est quand même beaucoup plus répandu, c'est beaucoup plus effectivement dans les mentalités, très tôt, hein, dès le plus jeune âge, on a vu effectivement, ils mettent le focus là-dessus. Axel, justement, ces cas d'agression, d'harcèlement potentiel d'enfants dans des environnements numériques, dans des métavers, s'il en est, c'est quelque chose que vous anticipez avec Internet sans crainte ? Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. La prévention, elle est essentielle. Parce que plus les enfants et les éducateurs sont alertés sur ce qui peut se passer, mieux ils auront les réflexes pour pouvoir stopper avant même que ça devienne du harcèlement. C'est important qu'ils puissent être capables d'identifier un comportement malveillant quand ça va trop loin. Quand on questionne les jeunes aussi qui se retrouvent à être harceleurs, souvent ils le font aussi pour la blague, pour faire comme les autres. Un âge, c'est vrai que le collège, c'est un âge un peu charnière. On a besoin de faire partie d'un groupe, de se positionner par rapport à un groupe, d'être populaire. Ça peut amener, sans qu'on soit forcément malveillant,
à adopter des mauvais comportements. Donc la moquerie, la blague, en général, est un point de départ qui peut aller vers des situations dramatiques. Donc parler de ça aux enfants, oser leur dire, leur dire aussi que quand ils sont en ligne, ils s'exposent aussi à des inconnus s'ils ne sont pas vigilants, s'ils ne mettent pas leur compte en privé, notamment sur les réseaux sociaux. Plus on s'expose à des inconnus, plus on s'expose à une parole d'inconnu qui peut tout à fait nous échapper. Oui, c'est ça, le développement de l'esprit critique est au centre de la mission assignée au système éducatif français. Présent dans de nombreux programmes d'enseignement, eh bien, il est renforcé par l'attention désormais portée à l'EMI. L'EMI, qu'est-ce que c'est ? C'est l'éducation aux médias et à l'information. Et le travail de l'information des élèves au décryptage de l'information, eh bien, il commence très tôt, dès le CM1, CM2. Quand as-tu pris justement conscience de toutes ces inégalités ? Je me suis rendu compte depuis que je suis environ en maternelle. Par exemple, je me souviens qu'il y avait des filles qui disaient ah tiens, moi je vais prendre par exemple pour des feutres, je vais prendre des couleurs de filles. Et aussi par exemple quand je mettais un vêtement par exemple bleu, eh bien elle me disait ah c'est pas bien parce que c'est une couleur de garçon. Et du coup, je me suis dit, c'est pas normal quand même. On a le droit de s'habiller comme on veut, avec la couleur qu'on veut. Et c'est là où je me suis rendu compte des inégalités qu'il y avait dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Dis-nous comment tu as été approchée par des plus grands que toi qui, je crois, t'ont poussé à faire des danses inspirées de Fortnite, mais dans la vraie vie. C'est vrai, c'était en 6e. Ils étaient 5, mais sur ceux qui m'ont fait danser, entre guillemets, ils étaient 3. Ce qui veut dire, mais ça s'est réglé très très vite. J'en suis allée en parler à la vie scolaire, parce qu'il faut aussi le rappeler, la parole est la meilleure des protections, et c'est pour ça que ça s'est réglé très vite. Oui, donc justement, dès que tu as senti que tu étais harcelée, tu as eu cette présence d'esprit d'en parler justement à tes enseignants, à tes enseignantes, à la vie scolaire. Est-ce que tu en as aussi parlé à tes parents ? Oui, mais quelques jours après. Quand ils se sont rendus compte, quand un ami a parlé à ma maman, et donc du coup ça s'est réglé très vite. Mes parents ont appelé la vie scolaire et ça s'est réglé. Aujourd'hui, ça n'a pas allé plus loin. Ça s'est pas prolongé plus loin que jusqu'à ce que mon ami m'ait dit qu'il fallait en parler. Il faut toujours en parler. Tu as bien raison. C'est vrai que je crois que on a été assez précurseurs en 2005 de s'intéresser à ce problème-là et uniquement à ce problème parce qu'on ne s'occupe que de ça, en fait, des usages numériques des jeunes et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. À l'époque, il y a quand même eu Internet qui est né avant ces outils et on s'est rendu compte très vite que les enfants étaient très friands évidemment de ça, que les parents les mettaient assez facilement devant aussi et qu'ils étaient du coup exposés à des contenus qui n'étaient pas du tout faits pour les enfants et puis qu'il y avait c'est quand même le début de ces socialisations. On s'en souvient pas, mais c'était l'époque d'MSN. Tout le monde était sur MSN. On avait des la messagerie mail. Voilà, de Microsoft à l'époque. Il y avait les blogs. Skyblog était l'endroit, était le TikTok de l'époque. Enfin, voilà, donc il y avait quand même déjà pas mal d'interactions et on s'est dit que les jeunes avaient besoin d'être accompagnés et les parents aussi beaucoup. Et effectivement, sont nés en même temps. Et c'est ça qui a tout changé. L'iPhone, donc le smartphone, et Facebook, donc le réseau social. Et ces deux en même temps ont bouleversé, mais de façon fulgurante, les usages. Et là, c'est viral et exponentiel. Et voilà. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Virginie. Demain, la suite, comme toujours, le Grand JT d'éducation revient et vous pouvez toujours retrouver la diffusion sur www.schooltv.com. Ciao.